Bonjour et bienvenue sur EOS Geeks. Vous avez une tendance à être torse nu dans la rue? Vous aimez manger avec un appétit insatiable? Vous avez une affection particulière pour les mammouths? Eh bien, aujourd'hui, le Faction Focus des Ogormar Tribes est spécialement pour vous. Avec nous, on a bien sûr Vincent et Yann. Comment ça va, les gars? Bien, toi? Super. Yeah, ça va super. Donc, aujourd'hui, on a un Faction Focus sur une armée que Yann s'affectionne particulièrement. Tu l'as joué en format compétitif quand même pendant plusieurs années. Tu as très bien fait lors du deuxième Grand Clash avec une deuxième position totale. Donc, aujourd'hui, on parle de ça. Mais avant tout, une petite précision en fait là, sur nos vidéos. Ben, il faut dire que les Faction Focus se veut une série de vidéos qui sont un peu plus rapides, si on veut. On ne fera pas le tour de toutes les unités, toutes les sous-factions, tout ça. Donc, on va vraiment ressortir du lot des unités qui se distinguent pour le meilleur et pour le pire. Donc, ceci étant dit, Yann, tu as eu la chance d'expérimenter. Vincent, tu as joué souvent contre Yann et ses Beastly Raiders, c'est More Tribes. Donc, commençons rapidement avant d'y aller avec nos traditionnels choix sur la table, tablette ou je les peins. Euh, les gars, c'est quoi votre opinion, en commençant par Yann peut-être, là, votre opinion de la place des More Tribes dans le méta actuel des of Sigmar? Je pense qu'ils sont bien positionnés au sens où c'est une armée qui est quand même compétitive sans faire partie du S tiers des quelques armées là, qui détruisent le méta complètement. C'est une armée qui frappe très fort, qui est très mobile, qui est capable d'avoir du contrôle d'objectifs, donc ça les positionne très bien. Par contre, ils ont des bons et des moins bons match-ups, donc il y a des armées contre lesquelles ils vont très, très bien performer, contre d'autres, ça va être extrêmement difficile. Et c'est une armée qui souffre aussi d'avoir un battle tome du milieu de la V2. Donc, quand on regarde les sauvegardes d'armure, quand on regarde les valeurs de jet pour toucher, sur leurs attaques. On est sur du 4+, sur des grosses attaques. On va être sur des sauvegardes à 4+, sur des Stonehorn, même les héros. Donc, on se retrouve à tous ces petits éléments-là sur le War Scroll qui sont un peu vieillis font en sorte que ce n'est pas une armée qui va être top tier, mais c'est une armée qui est certainement très compétitive. J'irais dans le même sens que Yann. C'est une armée qui est très forte, qui est bien située dans le haut du Fat Middle, je pense. Mais ce que Yann a Fat mentionné, Middle. le fait ça fit avec l'armée. Mais le fait justement qu'il soit sur du 4+ de save, 4+ pour toucher, pour l'avoir affronté, c'est que parfois les gestes sont très très bons, puis parfois ça peut ce qu'on appelle whiffer. Là. Parfois il peut avoir une charge qui finalement fait à peu près rien, se retrouver à ne pas passer l'écran qui aurait normalement dû passer très facilement. Puis ça a été mon impression, c'est que si je croise les doigts et que je le veux assez fort, parfois la charge peut rater puis j'ai peut-être une chance de contre-attaquer. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas à se hisser vraiment dans le top tiers. C'est parce qu'à un moment donné, sur un tournoi de 5 parties, il y a des bonnes chances qu'il y ait une partie où ça va peut-être aller un petit peu moins bien sur les jets de dés. Fait que c'est pas l'armée la plus fiable au niveau de ses jets de dés. Je pense que c'est ce qui lui fait un petit peu, ce qui lui fait un petit peu mal, qui fait en sorte qu'elle ne réussit pas à se hisser là, au sommet du classement. Et j'ajouterais peut-être une petite nuance. Là, on parle des Beast Raiders. Oui. Quand on parle de version compétitive, la version Godbusters, donc la version des ogres à pied, ont beaucoup plus de difficultés pour différentes raisons, notamment manque de rend, très mauvaise sauvegarde d'armure, souvent du 5+. Donc ça, c'est la partie Godbusters a beaucoup plus de difficultés. L'autre élément aussi, c'est qu'en plus, dans le méta actuellement, il y a une armée qui fait exactement ou à peu près la même chose que les Beast Raiders, mais mieux, c'est-à-dire les Iron Jaws. Donc, nécessairement, ça place les ogres un petit peu moins bien là, dans le méta. Mais quand même, avec les règles dans la saison de Gur, encore une fois, on parle des Beastly Raiders, ben, ça ouvre beaucoup de possibilités en frais de tactique de bataille. Donc, c'est quand même une armée là, qui, somme toute, même si a été rédigée milieu de la deuxième édition, a quand même bien, je pense, traversé le passage en troisième édition. Absolument. Donc, si on commençait avec, justement, Yann, tu as choisi quand même plusieurs unités qu'on met sur la table. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien en premier, c'est les Stonehorn. C'est en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est vraiment la meilleure unité du Battle Tome. Ça vient en trois versions. On a le Frostlord sur Stonehorn, on a le Huskard sur Stonehorn, puis les Stonehorn Beast Riders qui sont Battle Line quand on a un Beast Raider qui est général. Donc, ce sont des monstres, tu l'as dit, ils comptent pour 10 modèles pour le contrôle d'objectifs plutôt que 5 comme les monstres des autres armées. Ils ont tous une ward, donc une protection à 5+, ce qui est vraiment, ce qui les rend vraiment, vraiment très résistants. On parle quand même
d'une unité qui a de base là, 6 attaques à Rend 2, 3 de dégâts, 4 de dégâts sur la charge, avec d'autres attaques en plus, là, l'attaque des ogres, puis des attaques de pattes. Mais c'est pour donner une idée, même en V3, en fait, c'est important d'avoir de la pénétration d'armure, de la perforation. On a du Rend 2 sur des attaques à haut dommage qui, malheureusement, touchent sur du 4+, mais sur nos héros, on est capable d'aller chercher des traits de monture ou des artefacts qui nous amènent à 3+ pour toucher. Donc, c'est bien. Excellent mouvement, 12 pouces de base, mais avec la règle des Ogres, quand ils sont à plus de 3 pouces de l'adversaire, on passe à 14 pouces. Quand on joue dans Boulderhead, dont je vais parler tantôt, quand on est à l'intérieur de 12 pouces du général, on est à 15 pouces. Là, on a Kragnos qui arrive, qui nous permet d'avoir une charge à 3d6 pouces si on est à 12 pouces de Kragnos. Donc là, vraiment, on a une armée qui a une très, très bonne mobilité. On a aussi des excellents traits de monture, donc Metal Cruncher qui permet de faire des 6 blessures mortelles en début de phase de combat. On a Black Clatterhorn qui donne +1 to hit aux grosses attaques du Stonehorn. Donc vraiment, c'est une excellente. C'est le châssis Stonehorn est excellent, autant comme Battle Line que comme héros. Le Frostlord est particulièrement bon parce qu'il est sur une sauvegarde à 3+ plutôt que 4+. Donc on a un héros qui a 14 points de vie, en fait, quand on joue en Boulderhead, avec une sauvegarde à 3+, puis une protection à 5+. Donc, c'est vraiment très, très, très tanky. On peut le guérir aussi avec avec le Heroic Recovery, donc vraiment super unité. Le Huskard, donc il y a le héros Huskard sur Stonehorn, lui est un petit peu délaissé en V3, il est moins intéressant. Avant, il était un choix obligatoire pour le bataillon Urbald, qui était un bataillon qui était excellent en V2. Avec la perte de ce bataillon-là, on ne voit plus le Huskard sur Stonehorn. Sur le jeu, on va jouer le Frostlord. Le Stonehorn, si on joue contre, on n'a pas le choix. C'est la première question qu'il faut se poser, c'est comment on va le gérer. Est-ce qu'on va le gérer ou on va essayer de tourner autour? Mais c'est quasiment impossible de tourner autour parce qu'avec le mouvement qu'il a, il va finir par charger ce qu'il veut charger. Donc, c'est vraiment une pièce qui est difficile à affronter. Donc, Yann, justement, tu as mentionné beaucoup Boulderhead. Je pense que c'est une faction qui a encore sa place dans le méta actuellement. Oui, la Bullred est sur la table en compétitif, absolument. En fait, c'est probablement la meilleure tribu Ogre. Elle donne +1 de points de vie, en fait, à tous nos monstres. Ça nous permet d'avoir un trait de monture pour chacun de nos monstres héros. Donc, et les traits de monture sont excellents chez les Beastclaw Raiders, donc on veut ça. L'habilité de commandement nous permet de faire en sorte que notre monstre héros va utiliser sa meilleure ligne, donc il va se battre ou bouger comme s'il n'était pas blessé, donc ça dure pour une phase. Le trait de commandement donne +1 de mouvement à tous les monstres Beastclaw Raiders entièrement à 12 pouces. Puis on a un artefact qui donne +1 à la touche aux attaques de la monture. Donc vraiment, tout est bon. Il n'y a aucun malus. Souvent, dans les tribus ou les Stormhost, en V2, dans les Battletorn V2, on avait toujours des compromis. Mais l'artefact n'est pas bon ou le trait de commandement n'est pas bon. Là, ici, tout est bon dans Boulderhead. Vraiment, c'est une super sous-faction. Troisième choix qu'on met sur la table, et là, on met un peu de côté les Beastlaw Raiders avec une unité à pied, donc des Iron Guts. Oui, les Iron Guts, c'est l'infanterie d'élite des Gutbusters. Ils cognent très, très fort. On va souhaiter les jouer par 8, donc ils viennent en groupe de 4. Moi, je les jouerais toujours par 8 parce qu'à 8, lorsqu'ils chargent, ils font des blessures d'impact comme les monstres, c'est-à-dire qu'on roule un nombre de dés égal au jet de charge non modifié. Puis les 4+ font une blessure mortelle. Si ils sont moins que 8, là, c'est les 6+ qui font des blessures mortelles. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller chercher les 8. Et à 8, ça leur fait 25 attaques à dégâts 3. Donc, on est sur 25 attaques, 3+, moins 1, dégâts 3. Donc, on fait des statistiques rapides. En moyenne, si l'adversaire a une sauvegarde à 4+, ça fait 22 dégâts en moyenne. Puis si l'adversaire a une sauvegarde à 3+, ça fait 18 dégâts en moyenne. Et ça peut évidemment spiker. Donc, dans le dernier petit tournoi qu'on a fait en décembre, mes 8 Iron Guts en 2 tours de combat ont tué un Mega Gargant, alors que le Mega Gargant n'a pas réussi à les passer. Là. Donc, ils ont gagné la guerre d'attrition contre un Mega Gargant. Donc, c'est une unité un gros marteau très solide. Simplement indécent la quantité de dommages qu'ils font. Là, j'ai un traumatisme encore là, quand je les vois sur la table. Mais c'est pas Yann qui me l'a donné. C'est dans un tournoi, je me souviens plus quel adversaire j'ai affronté, puis on joue un bloc de 8. C'est incroyable le dégât que ça fait. C'est vraiment, ça cogne très, 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 très fort. Leur petit défaut, c'est que leur sauvegarde est à 4+. Ils n'ont pas de ward ni rien, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont mourir. Ouais.
En quatrième position, Yann, tu places des héros également qui ne sont pas sur des montures, qui ne sont pas des Beastler Raiders. Donc, on parle du Butcher et du Slaughtermaster. Oui, ce sont les sorciers des Godbusters. En fait, j'ai hésité à les mettre sur la table ou pas. L'idée, c'est que pour les joueurs qui ne jouent pas Beastler Raiders, donc si on joue Godbusters, il faut jouer les Butcher ou les Slaughtermaster. C'est vraiment mon hésitation venait du fait qu'actuellement, il y a beaucoup d'armées, surtout les armées top méta, qui sont très fortes en magie. Donc, arriver puis jouer des sorciers qui ne sont pas particulièrement bons, c'est qu'on peut se retrouver contre des adversaires qui vont complètement annuler notre magie. Par contre, c'est quand même des sorciers qui peuvent avoir +1 à leur jet de lancement s'ils sont à proximité de la marmite, là, de la pièce de terrain des ogres. Et les sorts Ogre sont très bons. Il y a plusieurs très bons sorts qu'on peut augmenter le nombre d'attaques de nos unités. On peut donner -1 à la sauvegarde à un adversaire, ce qui est très bon contre du safe stacking. Donc, c'est vraiment là, en Godbusters quelque chose qui peut être vraiment intéressant à jouer. Puis, on n'a pas énormément de choix de héros en Godbusters non plus. Donc, ça devient un bon héros à jouer, particulièrement dans la tribu Blood Gollets dont je vais parler là, tantôt. Donc, ben justement, Yann, tu as ouvert la porte à ton dernier choix qu'on place sur la table, une autre sous-faction, cette fois-ci les Blood Gollets. Oui, les Blood Gollets, c'est la meilleure sous-faction pour ceux qui veulent jouer Godbusters. En fait, ce que ça fait principalement, c'est que nos bouchers et Slaughtermaster vont connaître un sort de plus et pouvoir lancer un deuxième sort par tour. Donc là, ça devient des casters level 2 en quelque sorte, qui peuvent avoir +1 au jet de lancement. Je pense que 5 des 6 sorts du domaine sont vraiment très bons, donc on ne manquera pas de choix. Donc, c'est vraiment ça vaut la peine d'en jouer. Souvent, les listes Blood Gollet jouent deux Butcher ou un Butcher, un Slaughtermaster, parce que c'est vraiment des belles unités dans cette tribu-là. Et il y a un artefact qui est excellent aussi et qui est joué parfois pour le mettre sur un Frostlord sur Stonehorn, c'est le Splatter Cleaver. En fait, c'est qu'à la fin de chaque phase de combat, si l'arme a infligé des dégâts à un modèle ennemi, on guérit des 3 blessures à tous les ogres entièrement à 12 pouces du porteur. Donc là, on voit c'est un moyen de guérir notre Frostlord sur Stonehorn, qui, je le rappelle, est sur du 3+, 5+, et de guérir tous les amis qui seraient autour. Donc, c'est vraiment un bon combo. Je préfère quand même, pour les raisons que j'ai évoquées, là, Boulder Head quand on joue en Beast Raiders, mais Blood Gollet se défend certainement. Puis, quand on joue des listes de Godbusters, on va quand même souvent vouloir un Frostlord pour aller chercher de la mobilité puis cogner, puis parce que c'est la meilleure unité du Battle Tome. Donc, c'est un bon porteur pour le Splatter Cleaver. Ce qui est intéressant quand même, parce que, bon, tu l'as dit, tu as une préférence pour les Beastlaw Riders, les créatures montées, finalement, plutôt que les Ogre. Je pense que c'est la liste la plus compétitive. Mais dans la partie Ogre, il y a quand même quelque chose à faire. Là. Il y a quand même des listes qui sont solides, ça cogne fort, il y a beaucoup de points de vie sur la table, il y a un bon contrôle d'objectif. Donc, c'est quand même un beau Battle Tome encore, là, même si commence à dater et qu'on a fait une transition vers la V3, les deux portions du Battle Tome sont encore très jouables. Donc, maintenant, on regarde qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on laisse plutôt sur les tablettes et tu commences avec un autre monstre, donc un monstre dans les Beastlaw Raiders avec le Thunder Tusk. Oui, le Thunder Tusk. Puis je vais quand même nuancer à la fin, mais reste qu'en V2, en fait, depuis le nouveau Battle Tome, en V1 ou avec le Battle Tome, la première version du Battle Tome, c'était une pièce qui était excellente. À un certain moment, elle a été trop forte. Hein. Son tir faisait 6 Mortal Wounds On directement. tue un héros, là, paf, Oui, paf. c'est ça, à 18 pouces, c'était beaucoup trop fort. Là, on a fait ça, c'est un tir qui est plus très bon, sauf contre des hordes. Il n'y a pas de protection. Il y a -1 à la touche en combat, mais on sait qu'en V3, -1 à la touche, c'est plus aussi bon que ce l'était. Donc, vraiment, c'est un châssis qui est juste moins bon que le Stonehorn. Mention spéciale quand même au Huskard sur Stonehorn, qui lui est un prêtre, donc il permet notamment de guérir des 3 blessures, là, mais sur une prière à 4+, donc c'est très aléatoire, mais il peut quand même venir guérir nos Stonehorn, c'est pas inintéressant. Et il y a un très bon trait de monture, en fait. Il y en a 2, mais un qui est particulièrement bon pour les Thunder Tusk, qui est le Alfgar ancien. En fait, c'est que si notre Thunder Tusk n'a pas fait de charge dans ce tour-là, tous les adversaires à 3 pouces attaquent à la fin de la phase de combat. Donc, l'idée, c'est d'avoir un Thunder Tusk pour protéger contre des charges ennemies
nos pièces clés comme nos autres Stonehorn avant que nos Stonehorn chargent. Donc, il y a des gens, d'ailleurs, Pat East, qui a eu du succès avec une liste Beastlaw Raiders là, en début de V3, en jouait un Oscar sur Stonehorn, Oscar sur Thunder Tusk, pardon, dans sa liste là, pour les raisons que je viens de mentionner. Mais généralement, Thunder Tusk sur les tablettes. Malheureusement, parce que c'est intéressant, ça fait un petit peu de variété dans ta liste BCR. Là, si tu as un Thunder Tusk puis des Stonehorn par la suite. Mais bon. On va le montrer tantôt quand je vais présenter une liste. Personnellement, je vais chercher ma variété avec autre chose qu'un Thunder Tusk. En deuxième choix, sur les tablettes, on met les gloutons. Oui, les gloutons, l'unité de base Ogre, qui sont Battle Line, peu importe notre général, ils n'ont pas de rend. Donc, on parle de 3 attaques chacun, 3+, pas de rend 2. Donc, ils peuvent cogner quand même, mais quand tu n'as pas de perforation en V3, ça devient extrêmement difficile de faire des dégâts. Maintenant, il se joue par 6 minimum. Avant, c'était 3. Donc, ça fait une battle line qui est chère, là, qui est à 250 points pour 6. Donc, c'est un choix de battle line qui coûte 250 points dans ta liste. C'est un peu dommage. Puis, si on les joue par 12, ils ne font pas le travail. Là. 12 gluttons à 500 points ne feront pas le travail. Sauvegarde à 5+, ils ne font pas le travail. Non. Puis rappelle-moi, la portée, c'est du 1 pouce de portée. Fait qu'avec les règles de cohérence, là, ils ont vraiment beaucoup souffert. Là. C'est difficile d'en amener suffisamment en combat pour frapper. Fait que malheureusement, là, c'est une unité effectivement qui va sur les tablettes. Donc, en frais de cohérence, on a un gobelin avec une lance qui frappe plus loin qu'un ogre. En troisième position sur les tablettes, un choix qui m'a quand même surpris un peu. Tu mets les Mournfangs. Les Mournfangs. On n'aura pas le choix de les jouer, en fait, parce qu'à un moment donné, ça nous prend une battle line quand on joue en Beastlaw Raiders à 160 points. Donc, on va les voir sur la table, mais je les mets sur les tablettes au sens où, par rapport à ce qu'ils étaient en V2, ils ont perdu beaucoup d'intérêt en V3. D'une part, parce qu'on a perdu le bataillon Earlbad, qui faisait en sorte que leur jet de touche non modifié de 6 faisait une blessure mortelle en addition au dommage régulier. Donc, ça leur donnait vraiment un punch. On sait que les Mournfang, avec les attaques d'Abête plus de l'ogre, ont 7 attaques chacun. Fait que ça ajoutait un peu plus qu'une blessure mortelle par Mournfang en moyenne. Ça les rendait très, très létaux. Là, ils ont perdu ça. Ils n'ont pas de rend ou alors rend -1 au mieux s'ils ont les armes à 2 mains. Mais là, à ce moment-là, ils ont seulement 2 attaques par ogre. Donc, vraiment, ils ne cognent plus assez fort pour leurs points. Sauvegarde à 4+, pas de protection. On les prend comme des choix de battle line, mais idéalement, si on peut, on va mettre des Stonehorn comme battle line. C'est ça. Et comme dernier choix sur les tablettes, tu mets l'artillerie au complet. On met le Scrap Launcher et le Iron Blaster. Oui, puis à la limite, j'aurais même pu mettre les ogres là, avec des canons dont je viens de momentanément. Les Lead Belcher. Les Lead Belchers, c'est ça. Ils sont beaucoup trop aléatoires pour être bons. En fait, ils n'ont jamais été bons. C'est un War Scroll qui est mal écrit. Puis, ils demeurent mauvais. Autant le modèle est beau, j'en ai 3. Les 3 sont peints, je les adore. Mais c'est pas bon. Là. Tu joues ça pour le plaisir ou si ton ami a des Gloomspite ou des Night Hunt pour lui laisser des chances, mais autrement, c'est mauvais. Ce qui est vraiment dommage parce que ça nous donne la projection à une armée qui est principalement une armée de corps à corps. Il faudrait juste qu'il soit un peu meilleur. Tu les trouves tellement beaux que je sais que si c'était juste un peu meilleur, tu trouverais des raisons pour les mettre sur la table tout le temps. Mais, J'adore le principe. C'est des ogres qui ont volé des canons aux Cities of Sigmar puis qu'ils ont mis sur une bête. Là. Ils se sont fait un genre de petit char d'assaut. Même chose pour les Lead Belchers. C'est des ogres qui se promènent avec des canons. Leur arme, c'est un canon humain, mais eux, ils tiennent à 2 mains. Puis le concept est génial. C'est parfait pour des ogres. Malheureusement, c'est pas très bon. Maintenant, on passe à la troisième et dernière catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on peint? Et ton premier choix, si vous avez écouté notre dernière vidéo là, sur les pointages, les ajustements en points, c'est quelque chose que tu parlais, Yann, entre autres, là, avec Kragnos comme premier choix. Oui, ben, j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo. Kragnos qui maintenant permet à toutes les unités amies entièrement à 12 pouces de lui de tenter une charge lorsque l'adversaire est à 18 pouces et utiliser 3 dés pour charger. On se souvient que les ogres lancent un nombre de dés égal à leur jet de charge non modifié.
et font des blessures mortelles sur 4+, là, les Stonehorn, comme blessure d'impact. Donc, il vient d'augmenter la létalité de nos charges et la portée de nos charges de manière monstrueuse. Je disais tantôt que nos Stonehorn peuvent aller chercher jusqu'à 15 pouces de mouvement. Donc, 15 pouces de mouvement plus une charge à 3d6. Je veux dire, ça donne une mobilité absolument incroyable et une létalité accrue à une armée qui est déjà très létale sur la charge. Kragnos, j'ai très hâte de le tester avec les Beastcar Raiders. J'ai aussi très hâte de l'affronter. Ça donne un peu l'impression que quand Games Workshop a écrit le nouveau War Scroll de Kragnos, il avait oublié qu'il y avait des Beastlar Riders, puis à quel point ça allait être bon pour eux, cette habileté-là. Fait que bon, tant mieux, ça te fait du nouveau pour ta liste, mais honnêtement, je fais un peu des cauchemars à imaginer le jour où le confinement va se terminer, puis je vais affronter ça. En deuxième choix que tu peins, on reste dans la même stature, dans la même dimension, la même taille avec les Frost Sabers. Oui, les petits chats. En fait, on les voyait très, très peu en V2. En fait, la seule raison pourquoi je les peins, c'est parce que c'est la seule manière qu'on peut jouer Kragnos et 2 Frostlords dans la liste. On a besoin d'eux pour aller chercher nos battle lines à 55 points chacune. Un rôle très, très utile, en fait, vital dans l'armée. De toute façon, on va le voir dans quelques instants avec une liste d'armées justement qui tourne autour de ça. Exact. Et ton dernier choix qu'on peint, donc, on y va, on sort un peu des sentiers battus, je trouve, là-dessus, avec le Warband d'Underworld, donc le Rodgorn Man-Trappers. Donc, explique-nous ta décision. Oui, en fait, c'est une version améliorée du Icebrew Hunter. Donc, on a en quelque sorte un Icebrew Hunter qui peut lui aussi être déployé en réserve, ensuite être déployé n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Il y a aussi ses alliés, là, il y a un Frost Saber qui le suit et pas des gobelins, mais des gnoblards, donc qui viennent avec lui, qui peuvent être déployés en réserve avec lui, entièrement à 12 pouces de lui. Donc, ça permet d'aller saisir un objectif, ça permet de menacer peut-être le backfield, le fond de terrain adverse. Et il le fait mieux, en fait, que le Hunter parce qu'il amène plus de modèles avec lui en Deep Strike pour moins cher. Puis, aussi en début de partie, en fait, il permet de mettre un piège. Donc, on piège un des objectifs sur le terrain. Puis, la première fois qu'un modèle va s'approcher à 1 pouce de cet objectif-là, il va subir des 6 blessures mortelles. Donc, c'est en ce sens-là que c'est une version améliorée du Icebrew Hunter. Personnellement, ce n'est pas une unité que je pense jouer vraiment. Ce n'est pas mon style de jeu. Ce n'est pas mon genre de liste, mais j'ai vu plusieurs listes, plusieurs joueurs qui le jouent, qui l'ont mis dans leur liste. Des listes qui ont assez bien fait en tournoi aussi avec. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être peint pour les joueurs que ça intéresse. Des 6 blessures mortelles quand on touche l'objectif, c'est quand même une mauvaise surprise. Là. C'est quand même tu intéressant. Tu penses pas nécessairement, là. Tu l'oublies. Là. Ouais. Petit D6 gratuit comme ça, c'est toujours intéressant. C'est une belle surprise, effectivement. Absolument. Parlant de liste, Yann, tu en as 2 à nous proposer. Donc, pour ceux et celles là, qui désiraient peut-être essayer de prendre tout ce que tu as mentionné ensemble puis de voir comment on peut créer une liste pour jouer avec ça. Donc, qu'est-ce que tu nous suggères aujourd'hui, Yann? La première liste, en fait, c'est la liste avec Kragnos. Là, c'est du théorie Hammer, si vous me faites l'anglicisme, au sens où je ne l'ai pas essayé encore. On est en confinement ici, on ne peut malheureusement pas jouer depuis Noël. Donc, c'est la liste dans laquelle on entre Kragnos et 2 Frostlords sur son horn. Ce qui m'oblige à aller chercher le Icebrew Hunter comme général pour pouvoir jouer des Frost Saber comme Battle Line. C'est vraiment la seule manière que j'ai trouvée, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas vu. S'il y a des auditeurs qui ont vu quelque chose que je n'ai pas vu, dites-nous-le en commentaire, mais c'est comme ça qu'on arrive à jouer Kragnos et 2 Frostlords sur Stone Horn. Vraiment, ça serait hyper violent comme liste. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Là. Moi, ce que j'ai entendu, c'est Kragnos, 2 Frostlords sur un Lord, puis après ça, blablabla. On s'en fout de ce que tu as dit après. Je veux dire, déjà, pour de vrai. T'as déjà, pour le contrôle d'objectif, en plus, Kragnos, c'est 30 pour le contrôle d'objectif, puis 10 pour chacun des Frostlords. Puis ce que ça va toucher, ça va l'éclater. Là. Ça va juste l'exploser. Fait que tout le reste, écoute, c'est du frosting, c'est le gâteau. Là. C'est pas ça qui est important. Là. C'est vraiment impressionnant comme liste. Ça reste que contre des armées de type plus MSU, des armées qui sont plus mobiles, qui peuvent bien screener, c'est super bien, mais tu n'as rien qui vole là-dedans. Donc, déjà là, tu peux screener les unités, puis tu peux justement contre-manœuvrer
parce que c'est une armée qui, oui, comme tu as dit, Vincent, après Kragnos et les 2 Frostlords, le reste, quoi, il y a un reste? Ben, le reste, c'est ça. C'est pas nécessairement très, très solide. Donc, sur une partie à plusieurs objectifs, on parle d'un 5-6 objectifs. Je pense que ça va être une bataille difficile à gagner pour cette liste-là, mais effectivement, contre des armées qui sont juste pas prêtes à subir cette quantité-là de violence brute, ça peut surprendre effectivement. Mais tu vois, Alex, je serais curieux d'essayer parce que même des listes MSU, euh, cette liste MSU-là va se faire détruire 3 unités par tour, minimum. Parce que les 2 Frostlords puis Kragnos vont manger une unité MSU par tour. Donc, je pense qu'au niveau de la guerre d'attrition, ça risque d'être en faveur du Frostlord puis de Kragnos. Puis dès qu'ils réussissent à mettre un orteil sur l'objectif est à eux probablement. Donc, c'est pas perdu d'avance. En fait, ouais, c'est pas perdu d'avance. Je serais curieux de l'essayer. Je suis d'accord, mais en même temps, moi, je trouve que c'est vraiment dépendant du scénario aussi. Oui, tout à fait. Parce que tu ne peux pas avoir Oui, c'est sûr que si tu vas asseoir Kragnos sur un objectif, oui, tu vas l'avoir. Mais avec une pluralité d'objectifs, Kragnos peut seulement en prendre un. Les scénarios à 6 objectifs vont être extrêmement difficiles pour cette liste-là. En fait, il faut jouer pour tabler l'adversaire le plus rapidement possible pour faire les points après. Et quand je disais MSU, en fait, c'est vraiment de l'optique où est-ce que oui, tu vas détruire ce que tu vas toucher, mais en même temps, tu vas détruire très, très minimalement des unités adverses. Tu vas impliquer plus de 1500 points pour tuer des parcelles à chaque tour. Donc, dépendamment comment l'armée est construite, bien sûr, là, mais avec une philosophie MSU que tu peux sacrifier des unités sans que ça nuise à ton punch, je pense que tu as plus de possibilités tactiques à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est du théorie hammer. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord qu'un joueur qui screen bien va réussir probablement à gagner sur le long terme en contrôlant les objectifs plus longtemps. Donc, super belle liste. Yann, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui aimeraient peut-être l'essayer. Je pense que ça promet. Et comme deuxième liste, tu nous proposes une liste peut-être plus conventionnelle, si on veut, style compétitif, tournoi pour les Ogre Martribe, avec une saveur, bien sûr, de Beastly Raiders. Oui, c'est la liste avec laquelle j'ai participé au dernier tournoi en décembre. Cette liste-là, en fait, c'est une liste où j'ai 2 Frostlords sur son nom encore. Je l'ai dit tantôt, hein, c'est vraiment, selon moi, la meilleure unité du Battle Tomb. Ensuite, j'ai 8 Iron Guts, qui était une unité que je mettais sur la table aussi. Puis c'est là que je vais rechercher un petit peu ma variété dont Vincent parlait tantôt. Ce qui me fait aussi un 3e gros marteau solide. Que je garde souvent en bêta strike, en deuxième vague. Donc, mes Stonehorn vont menacer les objectifs adverses. Puis, souvent, les Iron Guts, un peu moins rapides, restent à l'arrière ou si l'adversaire amène une unité pour tenter de venir menacer de mon côté, c'est eux qui vont s'en occuper. Puis, on a vu à quel point ça frappe fort. Ça peut gérer à peu près n'importe quoi là, qui viendrait les charger. 2 unités de Mournfang pour compléter les battle lines et un Stonehorn Beast Riders. Donc, les Iron Guts ne sont pas battle line, sauf si le général est un Gutbusters. Donc, ici, ils ne sont pas battle line. Donc, encore une fois, une liste très mobile qui cogne très fort, mais avec un peu plus de points de vie que la liste précédente qu'on vient de voir avec Kragnos. Une liste qui a du punch. Je suis juste curieux, pourquoi pas 3 Frostlords sur Stonehorn au lieu des Iron Guts? Mettons, tu enlèves les Iron Guts puis tu remplaces par un autre Frostlord. En fait, parce que j'en possède juste 2. J'ai 5 mammouths, mais j'ai juste 2 figurines avec la lance. Il faudrait que j'en convertisse puis que j'en peigne un 3e. J'y ai pensé. Ça s'en vient probablement, mais là, avec Kragnos, j'ai peut-être pas besoin d'un 3e Frostlord. En fait, c'est que Yann, c'est un joueur narratif. Il voulait avoir une petite saveur avec des Iron Guts dans l'armée. C'est juste pour ça. C'est une armée thématique. C'est une armée très, très friendly. Pour vrai aussi, j'adore les Iron Guts. Je trouve qu'ils sont beaux là, avec leurs armes à 2 mains. Puis, donc, c'est une unité que j'avais envie de jouer. Donc, je les ai mis dans la liste. Puis, ça fait une petite variété. Puis, honnêtement, en frais d'adversaire qui affronte ton armée, je trouve que c'est moins oppressif. Oui, ça reste que ça frappe comme une tonne de briques d'Iron Guts, mais ça bouge moins vite. Puis ça frappe moins l'imaginaire, je pense. Fait que ça va être comme, c'est une armée cool. Il y a juste 3 mammouths, mais un Beast Rider. C'est beaucoup moins fort qu'un Frostlord. Mais non, je trouve que c'est une belle liste intéressante qui sort un petit peu de la liste traditionnelle
Beastlaw Raiders, mais non, j'aime bien. Puis, tu sais, les Iron Guts, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est quand même 16 modèles pour le contrôle d'objectifs plutôt que 10 avec un Frostlord. On a 32 points de vie plutôt que 14 avec notre Frostlord. Donc, ils sont moins tanky, mais il y a beaucoup plus de points de vie. Donc, c'est pas un choix inintéressant. Puis, ils cognent, somme toute, plus fort qu'un Frostlord. Donc, comme je l'ai dit tantôt, avec des Iron Guts, j'ai gagné la guerre d'attrition contre un Mega Gargant. Donc, ça donne une idée d'à quel point ils peuvent cogner fort. Et tu peux aussi avoir un jet héroïque de faire rally sur une unité d'Iron Guts et d'en ramener 3-4. Ça peut être absolument fantastique. Absolument. Donc, c'est tout pour notre Faction Focus sur les Ogor Tribe. J'espère que vous avez apprécié. J'espère également que vous allez commenter aussi la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez des choix de Yann dans ce Battle Tome-là? On aimerait vous entendre là-dessus. Et comme toujours, un petit j'aime pour la vidéo. Ça nous aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et d'épisodes. Donc, sur ce, bon Wargaming.